Donc, ce que je disais à propos, donc, Monsieur Radet m'a taquiné un peu en me posant la question comment on va faire pour mettre ces étudiants, n'est-ce pas? Je vais m'expliquer un tout petit peu. Alors, donc, quand nous avons parlé la première fois, Monsieur Radet, donc c'était dans le 9e, à Paris. Et aujourd'hui, je suis venu avec eux, c'est-à-dire cette jeunesse qui est là. Ce sont eux qui assurent donc justement cette expérience depuis 15 voire 20 ans. Donc ce sont des gens qui... Les-mêmes depuis 20 ans, hein, manifestement. Donc c'était des étudiants en psychologie. Alors ils sont en quelle année? Ah non, ils sont terminés, ils sont professionnels. Là maintenant ils gagnent leur vie. Non, exactement ce que j'avais décliné dans mon papier. Mais vous m'avez aussi parlé d'un cursus de première, deuxième... Voilà, exactement. Donc l'idée c'est de faire en sorte, parce que j'étudie un peu la géographie et le positionnement entre les régions et les facultés de psychologie. Donc, monsieur le député, j'ai expliqué qu'on a un nombre très important de psychologues qui sortent des facultés et qui, quand on étudie, hein, donc d'un côté, j'avais pris une carte de la France et de l'autre, j'ai j'ai coché où on trouvait les facultés. Eh bien, c'est très très bien distribué. Hein? Sauf, qu'est-ce que j'avais dit comment? Le Limousin. Voilà, le Limousin n'a pas d'école de psychologie. Mais on peut s'arranger parce que j'avais regardé un peu. On peut s'arranger. Bon, bref. Donc, on a suffisamment de psychologues cliniciens. Pour quelles raisons ne pas mettre en place un dispositif où les étudiants de psychologie qui veulent devenir des cliniciens, hein, ne s'engagent pas directement dans la voie clinique, c'est-à-dire pour n'importe quel clinicien en France, et nous avons cette tradition, c'est qu'il soit psychiatre de formation ou psychologue, et il a cette tendance à aller vers la psychothérapie psychanalytique, voire la psychanalyse. Et au fur et à mesure que ces personnes commencent à s'installer, d'un côté, ils font leurs études, et de l'autre, ils avancent dans leur cure personnelle, très rapidement, on va repérer les jeunes brillants, les jeunes qui veulent être cliniciens, qui veulent rencontrer des patients. Or, ils vont aller vers le terrain avec un superviseur. Et à ce moment-là, ils peuvent commencer à rencontrer des patients. Et ça se passe normalement très bien. Ça fait 20 ans que je pratique cette manière de faire et je n'ai jamais eu de problème avec les étudiants. Ils sont vraiment... il y a déjà la jeunesse qui a le désir d'y aller, de réussir, d'être autonome, de se professionnaliser. Et de l'autre côté, nous avons tout ce qu'il faut. Donc des psychanalystes très compétents. Je ne suis pas en train de faire de la publicité de la psychanalyse. Hein. C'est que justement, quand on voit dans l'éventail des possibilités pour les Français de se soigner, on trouve justement quelque chose qui tient la route, c'est justement la clinique psychanalytique. Ce n'est pas de la publicité. Statistiquement, on peut témoigner de ça. Donc si ces étudiants sont accueillis par les professeurs universitaires, qu'ils donnent la possibilité de faire leurs études théoriques et de l'autre côté, travailler avec les patients, tout en touchant l'argent, par exemple, de cette consultation. Je vais vous donner très rapidement un exemple. Les étudiants qui reçoivent, par exemple, 2-3 euros d'un patient, parce qu'il n'a pas de moyens, etc. Et vous savez que c'est très important en psychanalyse qu'on puisse payer quelque chose. À mon époque, quand j'ai commencé la psychanalyse, on disait qu'il fallait payer beaucoup. Or, le texte que je viens de lire de 1918, Freud était déjà inquiet de voir qu'il y avait une demande sociale et que les psychanalystes de l'époque ne pouvaient pas s'occuper uniquement des pauvres. Et donc c'est pour cette raison que Max Eitingon, qui était un de ses élèves, a mis en place la polyclinique psychanalytique de Berlin. C'est à partir de là. C'est que j'avais commencé à faire dans le 9e, parce que j'ai passé 15 ans en médecine interne chez Loïc Guévin, qui était mon patron pendant 15 ans. Et c'était justement mettre en place un dispositif pour que les personnes qui venaient de Bobigny, vous savez que Bobigny, ce n'est pas une région riche, puissent collaborer. Et donc les gens me payaient 1 euro, à l'époque c'était franc. Donc 1 franc, 2 francs, etc. Et j'ai donné à Loïc Guévin, qui déclarait ça, etc. Donc on s'arrangeait, quoi. Mais il fallait que le patient paye quelque chose. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les étudiants n'ont pas le droit de toucher cet argent. Or, si on donne à un étudiant la possibilité de toucher l'argent
qu'il reçoit, ça va les stimuler davantage à pratiquer. J'ai jamais eu, 20 ans, hein, j'ai jamais eu de problème avec un étudiant. Ils ont toujours assuré. Voilà. Et jamais avec un patient non plus. Et jamais avec les patients non plus. Il y a toujours des problèmes. Mais ça fait partie. Vous savez, on a ces patients, les patients qui viennent nous rendre visite, ce sont des patients qui ont des psychoses chroniques. Ce sont des personnes qui n'ont plus d'habitation. La détresse sociale et humaine absolue. Je me souviens d'une supervision cette semaine avec un membre donc, de notre consultation qui disait qu'un baraqué était devant elle et menaçait gentiment de l'agresser. Et à ce moment-là, elle a fait appel à son expérience, elle est jeune, hein, à sa psychanalyse personnelle, à comment je vais me sortir de ces merdiers. Et elle a trouvé les moyens, les paroles, etc., pour calmer la personne, pour lui dire qu'elle pouvait venir plus tard, etc. etc. C'est-à-dire, il faut inventer régulièrement. Et ça, un jeune, il a tout naturellement. Je ne peux pas demander ça à quelqu'un qui a, par exemple, 50 ans, 60 ans. On a une masse, on a une armée de jeunes formés, théoriquement, mais sans aucune expérience clinique. C'est du gaspillage. Non, l'expérience est très intéressante, surtout qu'il y a un gros besoin. Et comme vous l'avez dit, la crise se faisant sentir de plus en plus fortement, il y a aussi un problème d'accès aux soins. Voilà. Et donc, c'est un peu dommage de constater qu'il y a une énergie potentielle qui peut servir à la collectivité, et d'un autre côté, a besoin non assouvi, si ce n'est par une consultation généraliste qui se termine avec une ordonnance, 1, 2, voire 3 produits antidépresseurs. C'est ça, c'est cette problématique qui m'interpelle, et c'est pour ça que le modèle que vous avez mis en place à Paris est intéressant, à voir si on peut l'extrapoler à l'échelle nationale. C'était votre question, M. Hader, que vous m'avez posée, qui m'a embarrassé complètement, parce que j'ai pensé toujours, donc moi, j'avais une peur bleue, il m'avait dit, oui, mais et comment on fait ça au niveau de la France? Donc, panique à bord. Donc, j'ai dit, mon Dieu, j'ai pensé ça. Mon idée, c'était de commencer ça déjà dans le 9e et passer, faire une 12e consultation, par exemple, au nord de Paris, ou au sud de Paris, aux banlieues proches, voyez-vous. Quand vous m'avez poussé à réfléchir en termes national, là, j'ai paniqué complètement. Et donc, je me suis mis au travail. Hein. J'ai pris, comme je vous avais dit, la carte, j'ai organisé comment faire ça. Je suis quelqu'un de terrain, donc c'est où ça sert, où ça sert. Voilà, exactement. Eh bien, ça sert. On peut dégager des moyens, parce que nous vivons dans un... Il y a eu une enquête de Deloitte qui a eu lieu il y a 1 mois et demi, qui sonde les Français, et 30% reconnaissent qu'il y a... les 2 tiers des Français disent qu'il y a plus de 30% de gabegie dans notre système de santé. Donc ce n'est pas un problème de moyens. Hein. On parle de dette de TVA sociale, etc. Avant de dette sociale, il y a moyen de rectifier la politique, de mettre un certain protectionnisme à nos frontières vers les pays émergents qui eux-mêmes se protègent. Hein. Pour ne citer que le cas du Brésil, il y a 8 mois, il vient de mettre une taxe de 30% sur les importations des véhicules fabriqués hors Mercosur. Donc, vous voyez, tous ces produits émergents se protègent, exportent, nous déciment au niveau productif. Donc, il y a des moyens. Il y a une politique à mettre en face. Ce n'est pas la politique qui est suivie actuellement, puisque vous avez vu, nous avons des frontières passoires et on assiste à une augmentation colossale du chômage et des délocalisations. D'où les problèmes. Hein. Donc, il y a les moyens. Il y a les moyens de mieux gérer l'hôpital. Peut-être pas d'une façon drastique comme on le fait actuellement, en cassant les équipes médicales, en décourageant les gens. Il y a, au niveau du médicament, il y a 10 milliards. J'ai envoyé d'ailleurs à mes collègues d'autres partis les comparatifs européens que je viens de réaliser. Donc j'entends certains sons de cloche, notamment au PS, donc ça me fait plaisir, quelque part on avance. Mais ça fait 15 ans que je suis sur ces dossiers, et en fait, j'ai eu affaire et au PS et à l'UMP, et pendant 15 ans, eh bien, on n'a pas avancé d'un iota. Par contre, on a satisfait les lobbies, comme l'industrie pharmaceutique. Merci, M. Hader. Donc, parole à Mme Melin. Mais peut-être qu'il y a
Madame Müller. Oui, très rapidement, je voudrais rebondir sur plusieurs points de ce qui viennent d'être dit. Concernant les moyens de la sécurité sociale, je crois que là-dessus, l'argent y est, oui monsieur, tout à fait. Les 400 milliards d'euros de la protection sociale est ramené à pratiquement 325 milliards sur le régime général. On peut, en moins de 18 mois, libérer entre 30 à 40 milliards d'euros très facilement, sans toucher notre système. 10 milliards d'euros immédiatement, ou très rapidement du moins, par la mise en place de contrôles sur les fraudes, que ce soit les professionnels de santé, un peu, les patrons indélicats, les employeurs indélicats, beaucoup, et les fraudes sur les plafonds de ressources, ça c'est une évidence. Grosse somme à récupérer aussi sur les indus. La sécurité sociale ne récupère pas les indus. 10 milliards d'euros au titre des conventions internationales par an. Et puis, dans des tas d'autres domaines où il peut être retrouvé aussi des sommes de l'ordre de 5 à 10 milliards. Je dis bien 5 à 10 milliards. Donc les sommes, on peut les avoir. Concernant... je suis très étonnée quand vous me dites que 5000 étudiants par an ne trouvent pas véritablement d'orientation. Il se trouve que dans une de mes multiples activités... Dans leur diplôme, hein? Oui, non mais j'entends bien. Dans une de mes multiples activités, je suis expert judiciaire et spécialisée dans les traumatismes crâniens. Quand je dois faire une expertise et un bilan cognitif, pratiquement sur la région de Marseille, et Dieu sait qu'il y a des médecins, il faut attendre entre 6 mois à 1 an pour avoir un avis sapiteur, qui soit celui d'un médecin neurologue ou neuropsychiatre, ce dont j'ai besoin, plus un bilan neurocognitif. Je pense qu'il y a des domaines entiers où nous avons besoin des connaissances des psychologues, certes avec des formations complémentaires poussées, mais là il y a des ouvertures tout à fait remarquables qui ne sont pas du tout utilisées, et il y a nécessité, je pense, dans ces bilans cognitifs réguliers, parce que les bilans cognitifs pour les personnes âgées en pédopsychiatrie devraient permettre quand même d'avoir des équipes spécialisées qui soient éventuellement cliniciennes et thérapeutes d'un aspect habituel, mais aussi ce versant diagnostic, précocité des diagnostics, précocité des bilans, bilans répétés, et en particulier dans les domaines de polyhandicap, pas forcément trop lourd, mais de polyhandicap moyen, d'IMC. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Lefranc. En ce qui me concerne, je pense que la plasticité cérébrale, c'est jusqu'au dernier jour de notre vie. Et précisément, dans les démences, on s'aperçoit qu'on peut faire des miracles. On peut aussi aller chercher tout ce qui n'a pas été touché chez des polyhandicapés lourds. Certes, c'est de l'infiniment petit, mais il y a des choses à aller chercher. C'est tout le boulot, c'est l'honneur de nos métiers, d'aller chercher sur cette plasticité cérébrale ce qu'on peut faire à la fois pour faire émerger les capacités et à la fois pour créer des apprentissages nouveaux, quel que soit l'âge dans la vie et quelles que soient les conditions. Enfin, dernier point, effectivement, je salue votre action parce qu'elle est tout à fait novatrice, bien entendu, et que l'accès aux soins, quoi qu'on dise, n'a pas été jusqu'à présent l'égal accès aux soins, même si c'était sur le papier, ça n'est pas tout à fait la réalité. Et je ne peux que déplorer que tous les plans qui sont faits sont souvent, comme le plan Alzheimer, 1,6 milliard pour le plan Alzheimer. Quand on pense aux sommes perdues, c'est tout à fait réduit, tout à fait restreint, et il va demander encore un temps fou pour mettre en place tous les éléments de ce plan Alzheimer. De la même façon, tous ces plans qui sont ceux de la prise en charge thérapeutique, mais surtout diagnostic. C'est pas forcément obligé de faire un traitement systématique, mais au moins diagnostiquer le mal-être, quelle que soit la forme. Merci Madame Melin. Parole à Monsieur Lefranc.